Bonjour tout le monde, c'est Élise pour une nouvelle vidéo de la page Histoire de Révolution Permanente. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Commune de Paris. Il y a 150 ans, pendant 72 jours, les classes populaires de Paris se sont soulevées contre l'oppression et l'exploitation pour monter à l'assaut du ciel, selon une expression de Karl Marx, et amener le peuple vers son émancipation. Marx ne se contente pas d'admirer l'héroïsme des communards. Il voyait une expérience historique d'une portée immense, un pas en avant de la révolution prolétarienne universelle, un pas réel bien plus important que des centaines de programmes et de raisonnements. C'est ce que nous allons voir brièvement dans cette vidéo. En juillet 1870, l'empereur Napoléon III répond aux provocations prussiennes et déclare la guerre à la Prusse pour espérer maintenir la domination des élites françaises dans le jeu européen. Cette tentative est un échec cuisant. Le 2 septembre, après une série de défaites, l'empereur abdique. Les républicains bourgeois, qu'on entendait d'ailleurs peu s'opposer à l'autoritarisme de Napoléon III, proclament la République. Ils poursuivent la guerre, mais vu le nombre de soldats prisonniers et la progression des armées prussiennes sur le territoire français, ils doivent armer les ouvriers, notamment pour défendre la ville de Paris. Pourtant, Adolphe Thiers, placé chef du gouvernement, craint davantage sa propre population que l'ennemi. Comme l'écrit Marx en octobre 1871, la bourgeoisie préfère la conquête prussienne à la victoire d'une république de tendance socialiste. Face à une situation qui lui échappe, en février 1871, le nouveau gouvernement français, composé de monarchistes et de républicains conservateurs, hâte la fin de la guerre et signe la paix. Le gouvernement cède l'Alsace et la Lorraine à la Prusse et accepte de payer d'énormes indemnités de guerre. À Paris, le traité de paix signé avec la Prusse est ressenti comme une humiliation et une trahison pour le peuple qui s'était défendu jusqu'au bout au prix de sa vie. De plus, les mesures économiques enfoncent le peuple dans la pauvreté. Le gouvernement français étrangle le peuple alors que les Parisiens, toujours armés, se sont forgés une mentalité de combattants révolutionnaires. La situation devient alors explosive et tendue dans la capitale. Un mois après, le 18 mars, la situation bascule. Au matin, le gouvernement envoie l'armée pour reprendre les armes et les canons au peuple. Femmes et enfants font face aux troupes et bloquent le passage de la troupe. Le général Lecomte ordonne de tirer sur la foule, mais les soldats refusent et retournent leurs fusils contre l'officier. Les barricades sont dressées dans tout Paris et le général est exécuté dans la journée même. Saisi par la panique et mis en minorité, le gouvernement fuit à Versailles. Les Parisiens organisent des élections. Le 26 mars, le nouveau gouvernement du peuple est élu, républicains, socialistes, anarchistes, dont parmi eux des ouvriers et des artisans. La Commune de Paris est proclamée devant une foule enthousiaste place de l'Hôtel de Ville. Le drapeau rouge flotte partout. La bourgeoisie quitte la capitale. Tout devient alors possible. Les communards réinventent de nouvelles institutions et expérimentent pour la première fois les bases de ce que peut être un État ouvrier. Ils déclarent alors que les prolétaires de la capitale, au milieu des défaillances et des trahisons des classes gouvernantes, ont compris que l'heure était arrivée pour eux de sauver la situation et qu'il était de son devoir impérieux et de son droit absolu de prendre en main ses destinées et d'en assurer le triomphe. Voici quelques exemples de leurs actions. La Commune améliore d'abord les conditions de travail et de vie. On instaure la gratuité des loyers pendant plusieurs mois, on enlève les dettes, on interdit les expulsions. Les communards réquisitionnent les ateliers de production fermés par les patrons lors de leur fuite. Les communards envoient un message fort, c'est aux ouvriers de reprendre leur outil de travail et gérer eux-mêmes leur usine. Le premier décret de la Commune consiste à remplacer l'armée et la police, instruments de l'oppression de l'État capitaliste, par des troupes populaires qui défendent les intérêts de leur classe et qui intègrent leur rang. Elle décide également que tous les membres du nouvel État devront être bien sûr élus, mais surtout responsables et révocables à tout moment. Leur indemnité
ne dépasse pas celle d'un travailleur du rang. La commune instaure aussi la séparation de l'Église et de l'État, et l'instruction devient laïque, gratuite, entièrement ouverte au peuple. L'enseignement se met au service du plus grand nombre, sans oublier les filles, défavorisées jusqu'alors dans l'accès à l'enseignement primaire. Le drapeau rouge de la commune est celui de la République universelle. Les communards, issus d'une population parisienne cosmopolite, sont certes parisiens, mais leur combat se veut universel. La Commune de Paris n'hésite pas à nommer, au sortir d'une guerre terrible, un ouvrier allemand comme ministre, parce que le droit de classe prime sur le droit du sang. On instaure partout des clubs de discussion et de débat qui jouent un rôle majeur dans cette politique par en bas et dans lesquels les pauvres et les femmes, toujours exclus du droit de vote, tiennent une place centrale et confirment leur rôle essentiel dans la commune. Mais le gouvernement de Versailles, qui se veut seul légitime, veut mater la rébellion et mobilise l'armée régulière. Dès le 2 avril, les combats font rage aux portes de la capitale. Tandis que la bourgeoisie tourne son regard vers Paris et espère la victoire du gouvernement, les communards finissent finalement par être défaits lors de la terrible semaine sanglante. La répression est féroce et la ville meurtrie. L'ultime combat a lieu au cimetière du Père-Lachaise et les derniers résistants communards sont fusillés devant un mur, resté célèbre comme le mur des fédérés. Le 28 mai, la commune est définitivement défaite. Les communards restants sont soit fusillés, emprisonnés ou déportés. Mais l'héritage de la Commune de Paris reste vivace et d'une grande actualité. Sa mémoire s'est transmise par les écrits, par les chansons comme l'Internationale, l'hymne de l'Internationale ouvrière qui a été écrite par un communard. Plus largement, ils ont été un modèle pour tous les hommes et femmes qui ont poursuivi son combat. La Commune de Paris demeure aujourd'hui une expérience centrale du mouvement ouvrier. Elle a prouvé que les travailleurs étaient capables de diriger leur propre gouvernement. Mais elle a aussi et surtout montré, de façon vivante, que pour y parvenir, les ouvriers ne pouvaient pas se contenter de reprendre les institutions de l'État capitaliste et oppresseur, mais devaient au contraire les détruire et construire leur propre état de transition vers le socialisme. Pour instaurer cet État ouvrier, la Commune a ouvert la voie et nous a donné une direction. Imposer le gouvernement du monde du travail, mettre à bas les institutions du vieil État, défaire sa police et son armée et arracher le pouvoir à ceux qui le monopolisaient. La Commune n'est donc en rien une simple question d'histoire passée, mais une affaire d'avenir. Car si la mémoire de la Commune reste si vive, c'est bien parce que, au fil de quelques semaines, le petit peuple de Paris a inventé seul, dans la pratique, une autre société et se sont emparés d'une liberté et d'une égalité que les puissants leur avaient toujours refusées.